avec vous pour le 10h midi. On est ensemble et on va parler d'un sujet qui peut tous nous toucher, nous concerner à un moment donné de notre vie. Comment se reconstruire après un accident, après une séparation, un deuil, une agression, des événements qui peuvent bouleverser complètement le cours de nos vies. Ces épreuves nous laissent le plus souvent démunis, déboussolés, voire beaucoup plus. Comment avancer, comment ne pas se laisser submerger, comment faire de son malheur un avantage, ou en tout cas essayer de transformer cet accident. On en parle ce matin avec un livre que je vous conseille, Se reconstruire après un accident de la vie. Docteur Christine Mirabel-Saron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, vous êtes psychothérapeute, praticien hospitalier au groupe hospitalier Paris Psychiatrie et Neurosciences, et vous avez publié ce livre aux éditions Odile Jacob qui, quand je dis peut tous nous concerner, c'est que ces accidents de la vie, ils sont parfois petits, parfois grands. Il est inspiré de votre vie, de votre expérience à vous. J'avais envie que vous commenciez par nous raconter ce qui vous est arrivé à vous. Alors, bonjour à tous. Ce qui m'est arrivé, mais j'ai été, on va dire, victime à l'âge de 25 ans d'un accident de la circulation, d'une collision avec un poids lourd sur une petite route. Et cet accident a fait que j'étais ce qu'on appelle en médecine polytraumatisée, c'est-à-dire un peu des fractures un peu partout, qui m'ont mis pendant quelques jours le pronostic vital en jeu, et de ces jours de réanimation, de multiples chirurgies, il reste une séquelle, un handicap visuel majeur. Et donc cet accident a changé complètement ma trajectoire, puisque je me rejetais en fin d'études médicales et je m'orientais plutôt vers une carrière de recherche. Et donc, j'ai dû repenser mon chemin de vie, mon chemin professionnel, mon chemin amical. Voilà, j'ai dû penser autrement le futur, puisque tout d'un coup, le destin avait décidé autrement de ma vie. Oui, vous aviez 25 ans, vous étiez jeune marié et vous êtes devenu aveugle, hein, on peut le dire. Donc là, aujourd'hui, vous en parlez avec du recul, après un long chemin. Oui. Mais c'est vrai que quand l'accident survient, on est complètement démuni. Oui, on est démuni et désorienté. Alors, bien sûr, moi, c'est un accident grave, on va dire, un accident de vie sévère. Mais quels que soient les accidents de vie, on est désorienté, avec un peu, je dirais, on ne sait plus qui on est. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de remise en jeu, de perte d'identité. On est qui, au final, là, maintenant, pendant peut-être des jours, des semaines ou des mois, ça dépend de l'accident. Et puis, on ne sait plus non plus où on est. C'est-à-dire, au regard on est arrêté dans la société. La société, elle avance, elle va vite autour de nous. Et là, tout d'un coup, on est en mode arrêt, c'est en mode stop. Et donc, c'est... voilà, comment repenser ça, comment je me repense, comment je me repense par rapport au groupe, déjà au groupe familial qui m'entoure, au groupe de mes amis, au groupe de la société. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire ce livre, ça fait quelques années que je pensais à l'écrire, pour tout le monde, pour les autres, pour tous les gens qui sont accidentés, soit physiquement, soit psychiquement, et pour partager des outils d'auto-soin qu'ils peuvent utiliser vraiment pour se reconstruire. Parce que j'ai eu la chance, dans ce parcours, franchement, d'abord d'être médecin, puis d'être psychiatre et psychothérapeute, ce qui m'a appris beaucoup d'outils. Alors aussi, j'ai été aidée. Il faut être aidé. Oui. C'est indispensable d'être aidé, d'être accompagné. Oui. Comment on trouve l'énergie, la force, la ressource en soi pour poursuivre des études? C'est aussi, vous avez dû... Enfin, vous traversez, vous parlez d'ailleurs à un moment des 5 stades d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est-à-dire le déni, la colère. Donc le déni, ce n'est pas possible. Ils ont dû se tromper. La colère, pourquoi moi et pas un autre? Le marchandage, faites-moi vivre quelques années de plus, je ferai ce que vous voulez. La dépression, je suis triste, je n'y arriverai pas. Et l'acceptation, maintenant je suis prêt pour me reconstruire, pour construire mon futur. Il y a peut-être que dans cette construction, il y a des moments où on s'arrête à une étape, c'est-à-dire la dépression en particulier. Tout à fait, c'est-à-dire que ces étapes, on va tous les traverser, je les ai traversées, bien évidemment, comme tout le monde. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer chaque étape. Est-ce que ça dure quelques jours, quelques semaines? Et on sait bien, dans tout ce qui est décrit dans les accidents de la vie, que l'acceptation peut-être arriver, jamais arriver, peut-être au bout de 15 ans.
Donc c'est le temps que ça dure qui n'est pas connu. Et puis, est-ce qu'on accepte vraiment? Bon, c'est quand même toute la question. Je pense que j'ai franchi sur ce chemin d'acceptation plein d'étapes. Est-ce que j'ai accepté à 100%? Je suis peut-être pas sûre, peut-être à 90 et quelques. Donc voilà, ça prendra son chemin. Alors comme vous dites, la dépression, c'est ce qui peut arriver aussi, indépendamment de ces étapes. Je pense que ce sont 13 étapes cérébrales. Il y a notre cerveau. On va tous passer par là. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais quand même très agressive, des choses comme ça. On peut, dans les mois ou les années, même si tout va bien, on a cicatrisé ou l'accident, on a pris de la distance, eh bien quand même connaître des moments anxieux, des moments de panique, des troubles du sommeil, de la dépression à distance, peut-être se mettre à consommer plein d'antalgiques, plein d'anxiolytiques, plein de somnifères. Voilà, c'est-à-dire on peut aussi avoir cette trace-là à distance. On s'en remet toujours ou pas d'un traumatisme? Question peut-être difficile à poser comme ça. Ça dépend des individus. Ça dépend des individus. Mais justement, c'est ce qui est dans votre livre. Vous donnez des clés, des éléments pour justement faire face et essayer. Je ne sais pas si vous avez entendu Sophie Petronin, l'otage qui a été libérée, qui a passé 4 ans au Mali. Elle a dit j'ai été dans l'acceptation, parce que si on n'est pas dans l'acceptation, on vit plus mal les choses. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi de l'acceptation du handicap ou du traumatisme qui fait que ça aide à avancer? Je crois qu'il faut comprendre, oui, j'ai entendu son témoignage, l'acceptation comme la non-lutte. C'est-à-dire effectivement toute l'énergie qu'on peut mettre dans lutter. Et pourquoi ça m'arrive, quelles sont les causes. Comme si moi je m'étais dit, si on était passé par une autre route, et si on était passé à un autre horaire, et si on avait fait organiser autrement notre journée, ça va mobiliser une telle énergie dans votre cerveau et dans vos émotions qu'effectivement ça va, on va dire, freiner l'acceptation. Donc l'idée est de ne pas lutter. C'est-à-dire, c'est comme ça, et accepter que c'est douloureux, c'est pénible, ça va pas être réjouissant, mais au moins ne pas lutter, ce qui va permettre d'aller vers l'acceptation. D'aller vers autre chose. Voilà, on a une auditrice qui souhaitait témoigner. Amalia, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Vous vouliez nous raconter, vous, ce qui vous est arrivé ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un accident de la route, ça fait déjà quelques années. Moi, j'étais mère de famille de 3 enfants en bas âge. Et c'est vrai que moi, par contre, j'ai vécu dans le déni. J'étais convaincue que j'allais pouvoir reprendre le travail le lendemain. Je voulais absolument acheter une voiture et tout. Et en fait, tout mon entourage voyait bien que ce serait impossible. Mais comme j'étais quelqu'un qui bougeait tout le temps, ils n'ont pas osé me dire en face que non, jamais ça peut. Il faudra du temps. Jusqu'au moment où je l'ai réalisé, et ça a été très dur parce que je me suis pris en pleine figure que j'étais dépendante de tout le monde, moi qui étais habituée à vivre, à me débrouiller toute seule. Et c'est assez compliqué. Et après, j'ai été dans l'acceptation, en me disant, mais de toute façon, c'est comme ça, tu ne pourras rien changer. Donc, vis à ton rythme et tu verras. Et à partir du moment où j'ai eu cette acceptation, je l'ai vécu un peu mieux. Et puis derrière, on m'a annoncé que j'ai eu un cancer. Le choc émotionnel a déclenché ce cancer. Donc vous reprenez une seconde couche. Et puis là, vous dites, bon, de toute façon, c'est comme ça. Ou tu te relèves, ou tu finis en dépression. Et sachant que j'avais 3 enfants, je ne pouvais pas me le permettre. Et j'ai accepté, mais en me disant que la vie ne s'arrêtait pas là, mais que je devais vivre différemment. Je ne pouvais plus vivre comme avant, mais différemment. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est plus facile à vivre et vous avancez plus facilement dans la vie. Quel handicap vous avez aujourd'hui ? Alors, on m'a refait le calcanéum et par moments, j'ai des douleurs au niveau du pied. J'ai encore des semelles parce que j'ai mon pied qui est de travers. Et puis voilà, et puis il faut accepter, et même si c'est douloureux. Par contre, moi, j'ai pas été entourée comme elle au niveau judiciaire et psychologue. Ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu que je me batte. Mais
Oui, mais il faut laisser la colère de côté, en fait. Oui, c'est ce que. Merci beaucoup de votre témoignage, Amalia. Docteur Christine Mirabel-Saron, c'est ce que vous dites, laisser la colère de côté. Plus facile à dire qu'à faire. C'est ça le. C'était à la laisser être. C'était à la colère est là. La colère est là. On est en colère. Pourquoi nous? Pourquoi c'est arrivé? Donc, mais ne pas lutter contre la colère ou aller chercher 50 000 explications. Et petit à petit, ne pas lutter, permettre de laisser de la place à prendre des décisions. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi maintenant? Madame disait à juste titre, et je la remercie pour son témoignage très sincère et authentique, de vraiment, je prends mon temps, et qu'est-ce qui est le mieux pour moi maintenant? Vers quelle direction est la mieux pour moi? Que ce soit dans des soins de kinésithérapie, ou et se faire entourer. Moi, j'ai passé beaucoup d'énergie à me faire entourer. On n'est pas venu vers moi. C'est-à-dire, faut aller choisir, aller taper à des portes qui nous semblent le mieux dans notre chemin de vie à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous ne parlez pas que je ne sais pas comment dire, que des grands traumatismes. Il y a ce qui apparaît, quand je dis un petit traumatisme, peut-être un énorme traumatisme pour quelqu'un, mais vous parlez pas, vous donnez beaucoup. Il y a énormément de cas que vous avez rencontrés. Je vois Catherine qui fête ses 60 ans en famille, tout le monde rit, soudain un morceau de viande se coince dans son arrière-gorge, elle ne peut plus respirer. Elle en a développé une phobie alimentaire sévère. Donc, un petit fait comme celui-là, qui chez quelqu'un serait passé complètement... elle serait passée à autre chose. Elle en a développé une phobie. Il y a un infirmier, vous parlez du Covid, évidemment, dans le livre. Il y a des perquisitions, il y a des histoires de cambriolage, des faits que certains vivent bien et d'autres moins bien. Et c'est bien de s'intéresser à ces cas qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui laissent des séquelles importantes parfois. Oui, je voulais absolument parler tous les témoins du livre sont des personnages qui existent, beaucoup dans des entourages que j'ai rencontrés en association caritative, de voisins, d'amis ou autres. Et donc, l'idée, c'est que, effectivement, le témoignage, je voulais dire dans le livre que même un petit incident, vous glissez dans votre salle de bain, vous faites un trauma crânien, ça arrive très souvent dans les accidents de la vie domestique, ce sont tous les témoins que vous venez de citer, eh bien, ça peut faire tout d'un coup dans la personne une grande caisse de résonance et devenir très compliqué à vivre. C'est-à-dire une fracture dont les soins ne sont pas compliqués pourtant, mais qui va immobiliser dans un corset, dans quelque chose pendant des mois, peut tout d'un coup complètement changer la trajectoire de vie de la personne. C'est pour ça que je voulais insister pour dire il n'y a pas de petits traumatismes, c'est-à-dire même des accidents de la vie courante, de la vie quotidienne. C'est très dépendant de chacun. Alors de quoi? De ses émotions, de son histoire, de qui est la personne. Du moment où ça arrive dans sa vie, un ensemble de facteurs qui va changer la façon de vivre ce qui se passe. Ce qui ressort aussi beaucoup de votre livre, tout au long du livre, c'est être bienveillant avec soi-même. C'est le côté être heureux et être bienveillant avec soi-même. Tout à fait, c'est-à-dire vraiment être indulgent. Madame qui témoignait disait quelque chose, à un moment donné, je décide de prendre du temps. Eh bien, on va s'arrêter, on va prendre du temps. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi maintenant? Et je prends mon temps. Je prends mon temps pour réfléchir à ma trajectoire, je prends mon temps pour est-ce que je vais aller vers tel soin, je prends mon temps vers quelle direction je vais prendre, est-ce que je vais m'entourer. Et dans le livre, je dis aussi, essayez de trouver des gens bienveillants autour de vous, de gens positifs, parce que vous êtes dans une situation très particulière, très étrange, que vous n'avez jamais connu généralement. Tout est différent, donc il va falloir reconstruire quelque chose et vous ne savez pas encore quoi. Donc l'idée d'avoir aussi un ami, un confident, même s'il est loin, même si la distance n'a pas d'importance, avec qui vous pouvez vous confier, échanger ce qui est bizarre pour vous maintenant, c'est aussi très important. Donc développer, oui, sa bienveillance, son indulgence, sa gentillesse, sa douceur, prendre le temps, étape par étape, se récompenser à chaque fois qu'on a un petit succès, à chaque fois que je pouvais faire, moi, 3 pas de plus, eh bien, j'étais ravie et je pouvais me récompenser en allant à la machine à boisson au bout du couloir. C'est un exemple que je donne dans le livre, parce que je donne des exemples concrets. Et bien, on va se récompenser à chaque fois qu'on a un petit succès. Et peut-être ce succès, autour de vous, on ne le voit pas. On ne le voit pas du tout, parce qu'ils ne s'imaginent pas. C'est pour ça que je disais que même les petits bobos, les petits traumatismes, eh bien, l'entourage peut très bien le minimiser. Bon, allez, bouge-toi, c'est rien. Tu en as vu d'autres. Bah oui, peut-être que la personne en a vu des bien pires dans sa vie, mais celui-là, eh bien, ça va faire résonance. Ouais. Un auditeur nous demande si vous êtes en colère contre le conducteur qui a brisé votre trajectoire, votre vie.
Plus maintenant. Hein. Le pardon est venu entre-temps. Et donc, c'est dans le sens de ne plus lutter. Ouais. C'est-à-dire, bon... Mais c'est compliqué de décider de ne plus lutter, d'abandonner la haine quand quelqu'un vous a fait du mal. Je pourrais incriminer plein de gens. Je peux incriminer le conducteur, je peux incriminer le poids lourd face à moi et le conducteur du poids lourd. Je peux incriminer, c'était dans un pays étranger, les routes et l'état des routes. Oui, je peux trouver plein de causes, mais c'est ainsi. Et il n'y a pas de retour en arrière et on ne peut pas réécrire l'histoire et reculer en arrière dans le temps. Donc à un moment donné, oui, bien sûr qu'on est en colère. Hein, c'est dans les étapes, c'est dans les étapes, colère. Oui. Mais cette colère, petit à petit, dans la reconstruction, elle va s'estomper. Et peu à peu, je pense qu'il faut aller vers le pardon, qui nous permet quand même aussi une réconciliation avec soi-même. Oui. Mais même ça prend du temps, hein. Ça peut peut-être prendre des années. Oui, dans ce que vous évoquez également, c'est prendre soin de son sommeil. Il y a beaucoup de conseils que vous donnez qui sont du ressort de la théorie, enfin du comportementaliste. Ça n'existait pas au moment où vous avez commencé vos études de psychiatrie. Est-ce que c'est une manière, le comportementalisme, d'avancer plus facilement que ce qu'était, alors je ne sais pas si je l'exprime bien, mais la psychiatrie où on va voir un psychiatre, on se fait une analyse pendant 25 ans? Je pense que ça donne des outils qui fonctionnent. Alors moi, j'ai une formation très classique, au regard de mon âge, une formation psychanalytique qui est ma base. Hein. Après, je me suis formée à beaucoup d'autres écoles pour compléter, je dirais, mon panorama, mes outils de soins pour les personnes que j'aide. Et puis pour moi-même, au final, je m'en suis servi. Donc oui, plutôt comportemental parce que ça donne des outils qui fonctionnent. Sont immédiats. Et que les gens peuvent se saisir eux-mêmes. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'outils dans le livre, d'auto-soins. Il y a des exercices, je les explique, vous pouvez les appliquer à vous-même. Bien sûr, tout ce qui est faire attention à son sommeil, c'est très très important quand on a été blessé physiquement ou blessé psychologiquement. À son alimentation, et j'ai beaucoup développé quelque chose sur l'image de soi auquel je tiens. Absolument. C'est-à-dire se reconstruire physiquement, même si on est tombé, qu'on s'est fracturé, et c'est pas visible à l'extérieur, il y a quand même une reconstruction de l'image de soi, une reconstruction de soi-même. Oui, vous dites respecter l'image de soi, soigner son apparence, c'est très important. Il y a beaucoup de votre témoignage dans le livre, Christine. On comprend que c'est vous. Et puis l'exercice physique, on n'y pense pas forcément. Je fais un petit peu dans le désordre, mais pour expliquer un petit peu aux auditeurs qu'il y a des choses assez simples à mettre en place parfois, qui peuvent changer le cours de votre dépression ou de votre non-acceptation. Tout à fait. L'exercice physique étant conçu comme exercice physique, pas nécessairement sport. C'est-à-dire l'exercice physique à sa façon, en fonction de ses capacités à ce moment-là, et qui peut être fait seul, qui peut être fait avec des amis, qui peut être fait avec des conseils de kinésithérapeute. Donc l'entourage vous donne des outils qui sont définis, précisés, concrets, que vous pouvez utiliser. Pour le sommeil, vous avez un carnet de sommeil, vous pouvez évaluer votre sommeil là où il y a des difficultés. Et pour le sommeil, j'ai donné pas mal d'exemples, en tout cas des chiffres qu'on a post-tempête Xynthia, par exemple, et sur ce qui se passe au niveau du sommeil. Donc pendant tout le livre, effectivement, que ce soit pour l'hygiène de vie, on va dire le sommeil, l'alimentation, mais aussi comment gérer ses émotions, parce que comme l'auditeur disait, c'est quand même la tempête émotionnelle entre la colère, l'anxiété. Moi, j'avais beaucoup de mal à sortir au départ, j'étais extrêmement anxieuse dès que j'étais pas accompagnée de quelqu'un que je connaissais bien. Voilà, tout ça existe, il y a beaucoup de bouleversements émotionnels. Eh bien, comment gérer ces émotions, comment y faire face? Est-ce que les médicaments font partie aussi de la solution? Les médicaments font partie des solutions possibles à un moment donné. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire le point quand on a été blessé physique ou psychique. Aussi bien, est-ce que je suis anxieux, très anxieux? Comment est mon sommeil? Est-ce que je dors mal parce que par anxiété, par cauchemar? Est-ce que j'ai en fin de compte un syndrome de stress post-traumatique? Moi, je peux le dire, j'ai un syndrome de stress post-traumatique, je n'ai pas honte à le dire. Encore aujourd'hui? J'ai des reliquats. Et ça se manifeste comment? C'était très longtemps par le même cauchemar répétitif. Ah oui. De la circonstance où je me voyais basculer dans la voiture.
Et puis ça a pris différentes formes. Moi, c'est espaçant. Voilà, mais il revient de temps en temps ce cauchemar, malgré tout. Plus ponctuellement aujourd'hui. Plus ponctuellement, mais oui, il revient encore. Oui, c'est des choses qui sont, qui sont là. Donc, il faut vraiment se faire évaluer les choses, qu'on vous apprenne à les gérer, comment on gère un syndrome de stress traumatique, vous faire aider. Peut-être vous avez des reliquats anxieux, peut-être vous êtes en train de vous déprimer. Donc ne pas hésiter à demander l'avis de quelqu'un, de votre médecin traitant, de votre médecin référent, comment il voit les choses. Et si besoin, bah oui, il faut prendre un traitement. Ouais. Mais est-ce que les médecins, vous parlez des médecins traitants, est-ce qu'ils sont formés à ça? Est-ce qu'ils ont suffisamment de... Je ne veux pas leur jeter la pierre, mais quand je dis du temps, ou en tout cas En tout cas, ils peuvent évaluer si vous trouvez anxieux, ils peuvent évaluer si vous avez un syndrome de stress post-traumatique, en disant, voilà, je viens d'être blessé, je dors mal, je me réveille 4 fois la nuit, je revois cette scène traumatique. Donc, voilà, enfin, les grands syndromes, le médecin traitant, référent, votre médecin, oui, il peut les identifier et vous proposer un traitement médicamenteux si c'est nécessaire, et vous orienter vers des centres d'aide aux victimes. Ça existe dans toutes les villes. Voilà. Et il ne faut pas hésiter. C'est ce que vous dites aux gens qui nous écoutent, qui essayent soit... Alors, il y en a qui essayent de mettre sous le tapis, de dire ça n'existe pas. Il y a ceux qui sont peut-être totalement submergés par leurs émotions. Ne pas hésiter à consulter. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, le livre est composé de 2 parties. Une première partie qui serait où j'en suis, où suis-je. Où suis-je dans les stades? On vous propose de faire un certain nombre de dessins par rapport à vos blessures physiques et psychiques. Et d'ailleurs, un autre dessin de reconstruction tout à la fin du livre. Oui, l'arbre. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je dessinerais? Vous dites dessiner sous la forme que vous souhaitez l'arbre de votre vie. Oui. Vous avez 15 minutes pour le tracer en couleur ou non. Apprenez à être l'auteur de votre vie et renouvelez ce dessin chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Voilà. C'est quoi cet arbre de la vie? Comment on se voit aujourd'hui, et puis on peut le renouveler tous les 6 mois, comment il évolue. Dans ma reconstruction, comment il évolue, etc. Mais on peut le dessiner bien sûr en couleur, tel qu'il vous vient en tête. Donc vraiment dans le livre, il y a 2 parties, c'est où j'en suis, là maintenant, avec mes blessures, même si l'accident est récent ou très ancien. Je veux dire, c'est tout aussi valable, et même si c'est un petit ou un grand, comme vous disiez. Et puis après, il y a tous les outils qui est comment je peux me reconstruire, à partir de quand je définis un chemin. Peut-être se fixer une date. Tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de moi et reconstruire mon chemin et me poser un tas de questions, même si l'accident et le livre ici concerne tous les témoins, c'est-à-dire la famille, les amis, les voisins, tout ce qui est proche, tous les proches, parce que eux aussi ils vivent vraiment un bouleversement avec cet accident, un bouleversement plus ou moins important, et c'est vraiment comme un caillou qu'on jette avec des cercles, c'est-à-dire il y a vraiment une onde de choc, et aussi l'entourage est bouleversé. Merci beaucoup d'être venu. Lâchez prise, acceptez-vous même sur le chemin de l'apaisement. Et il y a cette petite anecdote, mais je laisserai les auditeurs le lire sur les singes, les petits singes et la noix de coco. Ça s'appelle Se reconstruire après un accident de la vie. Docteur Christine Mirabel-Saron, c'est paru chez Odile Jacob. C'est un petit livre très dense, très concret, avec beaucoup d'exercices, et je suis certaine que ça peut aider beaucoup de gens, quel que soit le type d'accident ou de traumatisme auquel vous avez été confrontés. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, et beaucoup d'auditeurs nous remercient ce matin de votre témoignage, docteur.